Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Première usine en Amérique du Nord pour ZM Trucks. Novabus reprend sa production et son rythme. Coca-Cola continue son électrification et Rimac présente sa batterie à électrolyte solide. Taiga Motors lance la Orca WX3. Le gouvernement canadien pourrait retirer ou revoir les tarifs sur les véhicules électriques chinois. Retour dans le rétro, on parle d'Autolib Bolloré. Réflexion branchée, les ventes contrastées de véhicules électriques. Par où commencer? L'entraide aux bornes de recharge. Et en grande entrevue, on parle de van life avec un véhicule électrique. Il était sur la tôle, donc à l'intérieur, aucune finition. Ensuite, on a été chanceux, on a eu un modèle qui était en stock, fait qu'il avait été commandé avec des vitres que les entrepreneurs ne voulaient pas. Tout ça et bien plus encore dans la 205e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Pour ma part, oui, ce fut un 2 semaines fort occupé car vous en avez peut-être entendu parler. Si vous suivez en tout cas la page Facebook et les réseaux sociaux de Silence on roule, le studio ici, le studio Bass, a lancé un nouveau podcast dernièrement, qui est un podcast axé sur la généalogie et l'histoire des familles du Québec. Podcast qui s'appelle Passé décomposé. Vous pouvez le retrouver là au passédécomposé.com sans accent. Magnifique podcast qui a eu beaucoup de succès. Je savais que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus grand public que la voiture électrique, qui est relativement nichée, mais quand même beau succès pour ce podcast-là que j'ai lancé avec un ami, Guillaume Beaulieu, qui est également un expert en généalogie, là, qui fait beaucoup de généalogie à une entreprise en ce sens et beaucoup de capsules aussi TikTok. Plusieurs le connaissent par TikTok là, avec ses chroniques et son entreprise. Donc, beau succès, bien content. J'ai pas l'intention de vous parler de généalogie et d'histoire à Silence on roule, outre notre chronique qui est dédiée à l'histoire de la voiture électrique, mais quand même, c'est un projet qui est intéressant puis que duquel je voulais vous informer brièvement. Donc voilà, ça nous a tenu pas mal occupés. Sinon, dans le monde des voitures électriques, pas mal de choses dans les dernières semaines. Ça sent le recul, hein, un petit peu je pense qu'on manque un peu de courage politique chez nos politiciens fédéraux, à tout de moins. On sent que c'est pas facile. On s'aligne et on essaie de suivre un peu trop, au goût de certains, les positions américaines. Donc, évidemment, ça se répercute un peu sur l'économie, sur les décisions qui sont prises, les objectifs d'électrification qui sont en train d'être enlever des obligations. On est en train de revoir le tout. Ça a beaucoup d'impact. On a également plusieurs annonces qui ont été faites dans les dernières semaines avec un vent, mon Dieu, pas trop encourageant. Au moins, il y a plusieurs nouvelles que ce soit politique ou d'entreprise, qui demeurent encourageantes et intéressantes. Les statistiques d'immatriculation au Québec, on voit que malgré la suspension de subventions, le climat, il s'est vendu beaucoup de voitures électriques au Québec. Ça continue. Si vous n'avez pas tous les détails, allez écouter notre dernier hors-série où on fait l'analyse des données au deuxième trimestre de 2025. Mais vous allez voir que la situation est loin d'être aussi catastrophique qu'on ne le croit, à tout de moins ici au Québec. Il y a des entreprises qui décident de s'installer. La filière batterie, si évidemment, il y a Nordvolt qui a pris beaucoup de place dans les médias, mais la filière batterie, ce n'est pas que Nordvolt, je vous le rappelle, c'était le plus gros projet, mais il y a plein d'autres projets qui, eux, vont, somme toute,
relativement très bien. Donc, il y a plein de choses positives. On va essayer de mettre le focus là-dessus. Que voulez-vous, hein? Si on fait juste regarder ce qui est négatif, des fois, on se tanne un peu puis on tourne en rond. Donc, on va essayer de focuser sur le positif. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, qui vont vous être présentées aujourd'hui. On a plusieurs sujets hyper intéressants, les plus intéressants les uns que les autres à vous présenter. On a notre ami Claude Gauthier avec sa chronique aujourd'hui, Sébastien Côté également avec sa chronique pour les débutants. On va aborder le sujet très important de la bienséance, la gentillesse et l'entraide aux bornes de recharge. Donc, ne manquez pas ça. Et en grande entrevue aujourd'hui, on parle de van life en électrique, donc transformer là, une petite camionnette pour en faire un endroit où demeurer un outil de camping, mais électrique. On va faire ça là, avec nos amis Marie-Pierre Arpin et Éric Rousseau qui vont nous parler de leur projet là, de transformation de leur e-transit en version van life. Vous allez voir, hyper intéressant, plein de belles choses à faire avec ça. Ça va peut-être vous donner des idées pour votre été 2026. Vous allez pouvoir profiter de la saison peut-être hivernale pour vous construire là, une vanne qui va répondre à tous vos besoins de camping. Sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Le 28 août dernier, ZM Trucks a célébré en grande pompe l'inauguration de sa toute première usine de camions électriques en Amérique du Nord, située à Fontana, environ 80 km du centre-ville de Los Angeles. Cette installation de 210 000 pieds carrés marque une étape stratégique pour le constructeur dans son expansion sur le continent. Les invités présents ont eu droit à une visite guidée des lieux et à des essais routiers de plusieurs véhicules électriques de marque. Le site, qui s'étend sur près de 10 acres, abrite également le nouveau siège social nord-américain de ZM Trucks. Malgré les incertitudes réglementaires entourant les normes environnementales de l'EPA, l'entreprise affiche une confiance résolue dans l'avenir des véhicules commerciaux à zéro émission. Après une année 2024 marquée par des turbulences et des restructurations forcées, le fabricant québécois d'autobus urbains Novabus a repris son rythme de production maximal. L'entreprise vient de compléter l'embauche de 300 nouveaux travailleurs à son usine de Saint-Eustache, portant ses effectifs à 1500 employés répartis dans cette usine et celle de Saint-François-du-Lac. On a haussé le volume de production de 30 % cette année et on prévoit une augmentation de 30 % l'an prochain, a affirmé Paul Lehouillier, PDG de Novabus depuis 2024. L'entreprise division nord-américaine de la suédoise Volvo AB a récemment signé un important contrat en 2023 pour électrifier le parc d'autobus neufs de la Société de transport de Québec. Pas moins de 1230 autobus électriques doivent être livrés d'ici 2027. On reste dans les gros véhicules et Coca-Cola poursuit son virage vers l'électrification de ses opérations. L'entreprise a annoncé un investissement de 1,2 million de dollars pour l'ajout de 10 nouveaux véhicules zéro émission à sa flotte nationale. Le déploiement comprend 9 fourgons de service électrique qui circuleront à travers le pays, ainsi qu'un tracteur de manœuvre électrique qui sera utilisé au centre de distribution de Richmond en Colombie-Britannique.
En tant qu'entreprise fièrement canadienne, l'augmentation du nombre de véhicules électriques dans les communautés locales est l'un des moyens que nous utilisons pour développer notre activité de manière responsable, a déclaré Tony Chow, président d'Embouteillage Coca-Cola Canada, par voie de communiqué. Avec ce nouvel investissement, la flotte électrique d'Embouteillage Coca-Cola Canada compte désormais 29 véhicules en circulation à l'échelle du pays. Lors du salon IA Mobility de Munich, la société croate Rimac Technology a frappé un grand coup en présentant une batterie à électrolyte solide qui pourrait redéfinir l'avenir des véhicules électriques. Plus compacte, plus légère et surtout dotée d'une densité énergétique inégalée, elle permet une recharge ultra rapide capable de rivaliser avec le temps d'un plein d'essence. Une recharge éclair en 6 minutes ou environ 6 à 7 minutes. Fruit d'un partenariat entre Prologium et Mitsubishi Chemical Group, cette batterie de 100 kWh permettrait de recharger un véhicule électrique à 80% en seulement 6,5 minutes, une prouesse qui place Rimac au cœur des solutions plus critiques dues à la lenteur de la recharge. Cependant, pour exploiter pleinement cette performance, les infrastructures devront évoluer. La plupart des bornes rapides ont encore 350 kW, bien loin des 850 kW que peut supporter cette batterie. Les exploitants disposent néanmoins de temps car la commercialisation des véhicules de série avec ce type de batterie est prévue pour le 4e trimestre de 2027. Taiga Motors, pionnier de l'électrification des hors-routes, présente cette semaine une nouvelle génération de motomarines, la série Orca du prestigieux Yacht Club de Monaco. Cette annonce marque une étape importante dans l'évolution des sports nautiques avec le retour de l'Orca P2 et l'arrivée d'un nouveau modèle, l'Orca WX3, conçu pour les aventures en famille et les sports nautiques tractés et bien plus encore. L'Orca WX3, modèle 3 places, repose sur une plateforme polyvalente pensée pour les grandes escapades. Sa coque allongée offre une stabilité exceptionnelle. Elle est idéale pour la navigation ou la pêche depuis le pont arrière et elle se distingue aussi par sa rapidité à se mettre en planée. Dotée d'un système de remorquage renforcé et d'un pont arrière prêt à accueillir divers accessoires, le WX3 ouvre la voie au wakeboard, ski nautique et tubing. Un nouveau siège ergonomique 3 places abaisse le centre de gravité pour une maniabilité accrue et son prix de départ, 23 999 $ américains. Le gouvernement canadien pourrait bientôt revoir sa position sur les tarifs douaniers imposés aux véhicules électriques fabriqués en Chine, une décision qui pourrait transformer le paysage automobile du pays. Selon le ministre de l'Agriculture, Heath MacDonald, une révision est en cours, bien que les répercussions sur d'autres secteurs soient également prises en compte. Il a précisé que la Chine n'a pas encore clairement exprimé ses attentes dans ce dossier. Le premier ministre a mentionné qu'une révision des véhicules électriques est en cours. Nous verrons où cela nous mène. Les discussions se poursuivent, a déclaré MacDonald mardi. La situation est fragile, mais notre priorité demeure le soutien aux agriculteurs. Si une décision doit être prise, elle le sera. Les tarifs instaurés en octobre 2024 visaient à protéger les fabricants locaux contre les pratiques commerciales jugées déloyales de la Chine. Toutefois, le marché des véhicules électriques au Canada a connu plusieurs revers depuis. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde, cette semaine le sujet de ma chronique, donc les ventes de véhicules électriques un peu partout dans le monde. Sont-ils en baisse? Sont-ils en hausse? On sait qu'en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, c'est en baisse, mais qu'en est-il du reste du monde? Donc selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on dit qu'en 2024, plus de 17 millions de voitures électriques ont été vendues. Donc, ça représente une hausse de 25% par rapport à 2023. Pour mieux comprendre l'accélération qu'a connue le marché de l'électrique, imaginez que les 3,5 millions de véhicules électriques supplémentaires vendus en 2024 équivalent à l'ensemble des ventes mondiales de 2020. Donc, le marché des véhicules électriques connaît une évolution contrastée à l'échelle mondiale avec un ralentissement en Amérique du Nord,
qui contraste fortement avec la croissance soutenue observée dans d'autres régions, particulièrement en Chine. Donc, on va y regarder les chiffres. Au Canada, on a eu 12 347 véhicules électriques qui ont été vendus en 2025, en mars 2025, contre 22 390 en mars 2024. Donc, c'est une baisse de 44,9 %, avec une part de marché de 6,5 % en mars 2025. Donc, au Canada, la situation s'est inversée au début de l'année 2025, avec une année 2024 record qui a été marquée par un engouement sans précédent, notamment au Québec, où près de 43 % des véhicules vendus au dernier trimestre étaient électriques. Le marché a brutalement chuté. Donc, cette tendance s'est amorcée dès janvier avec une baisse de 30 % attribuée à la suspension soudaine des incitatifs fédéraux et provinciaux. Donc, ça ressemble pas mal à mes chiffres aussi. C'est sûr que peut-être que je devrais déménager mon entreprise en Chine. J'aurais probablement des chiffres de vente beaucoup meilleurs que ce que j'ai depuis le début de l'année. Ensuite, aux États-Unis, au premier trimestre de 2025, la part de marché des véhicules électriques a atteint 7,5 %, donc en hausse par rapport aux 7 % du premier trimestre de 2024, mais ça représente quand même une baisse par rapport aux 8,7 % du dernier trimestre de 2024. Donc, la fin de l'année 2024, on avait une augmentation de 8,7 %, alors que maintenant, on est à 7,5 %. Donc, encore là, aux États-Unis, c'est en baisse. Et on indique que le développement insuffisant des infrastructures de recharge reste un obstacle majeur à l'adoption massive des véhicules électriques aux États-Unis. Contrairement à la Chine, ça va pas bien mon affaire, contrairement à la Chine, excusez-moi, contrairement à la Chine qui a massivement investi dans ce domaine, le réseau américain demeure limité, particulièrement dans les zones rurales et les petites villes. Donc, ceux qui ont pu aller visiter le pays de l'oncle Donald ont pu s'en rendre compte. On n'a qu'à penser ici au Canada, dès qu'on sort de la province de Québec, disons que l'infrastructure de recharge à des endroits là, fait un petit peu pitié. Donc, si on regarde dans le monde, en Chine, il y a eu 10,899 millions de VE, donc de véhicules électriques, qui ont été vendus en 2024, ce qui représente, tenez-vous bien, 47,6 % du marché total. Et on prévoit qu'en 2025, la croissance devrait dépasser 11 millions de véhicules électriques vendus. Au Vietnam et en Thaïlande, on a eu une augmentation de 50 % des ventes en 2024. Donc, on est rendu maintenant aux ventes totales à 9 % du marché. En Europe, il y a eu 3 millions de ventes en 2024. On prévoit 3,5 millions en 2025, ce qui représente une part de marché autour de 26,6 % à la fin de 2024 et on croit à 25 % en 2025. Juste pour vous dire, ça veut dire qu'on a atteint le point de bascule qui normalement est environ aux alentours de 20 à 25 % du marché. Au Brésil, les ventes ont doublé, atteignent maintenant 6 % du marché. Et dans le monde entier, donc il y a eu 17 millions, on l'a dit en début de reportage, donc 17 millions de véhicules électriques qui ont été vendus. Donc imaginez qu'il y en a 11 millions sur les 17 millions qui ont été vendus en Chine. Pardon. Les prévisions sont de plus de 20 millions en 2025 et on pense que d'ici 2030, on va avoir beaucoup plus que ça. Donc ça devrait être très intéressant. Donc, selon les dernières projections de l'Agence internationale de l'énergie, plus de 25 % des véhicules vendus dans le monde en 2025 seront électriques, avec une progression attendue jusqu'à 40 %. Donc, c'est ce que je vous disais d'ici 2030. Pour 2025, les projections tablent sur plus de 20 millions de ventes, soit tout de même un quart des voitures vendues dans le monde. Donc, ça va devenir très intéressant. La Chine devrait encore mener la danse avec une part de marché approchant les 60 %, dopée par des incitations prolongées, des prix en baisse. On va en parler des prix. Donc, le prix des voitures électriques reste un facteur déterminant. En 2024, les coûts ont baissé, mais des écarts subsistent. En Chine, les 2/3 des modèles électriques sont moins chers que leur équivalent thermique. Je répète, en Chine,
Les 2/3 des modèles électriques sont moins chers que leur équivalent thermique. En Thaïlande, la parité des prix a été atteinte et les modèles chinois sont encore plus abordables. Donc, je vous rappelle qu'ici, nous, on n'a toujours pas droit à ça. Au Brésil, l'écart de prix avec les thermiques est passé de plus de 100% en 2023 à 25% en 2024. Donc, ça veut dire que c'était 2 fois le prix en 2023 pour un véhicule électrique. Vous payez 2 fois plus cher, alors que maintenant, vous avez 25% de plus. En revanche, en Allemagne, tout comme en France, les électriques restent 20% plus chers. Et on sait ici, en Amérique du Nord, c'est environ 30%. Donc, malheureusement, tant qu'on n'aura pas accès à des véhicules qui sont plus abordables et peut-être une meilleure infrastructure répandue un peu partout en Amérique du Nord, l'accès aux véhicules électriques et les ventes n'iront pas en s'améliorant. Sur ce, bonne semaine. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. On est peut-être rendu à l'été qui tire à sa fin, mais c'est le moment, je dirais, le plus propice pour commencer à faire nos plans pour l'été prochain, surtout en ce qui a trait à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le van life électrique, donc se promener avec un véhicule récréatif électrique dans lequel on va passer nos vacances. Et pour en parler, qui de mieux placé que les animateurs de la chaîne YouTube VR en électrique, Éric Rousseau et Marie-Pierre Arpin. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin. Écoutez, vous êtes les personnes tout indiquées pour nous parler de ça parce que vous avez commencé, vous avez gravi des échelons, je devrais dire. Hein? Ça s'est fait par étapes, votre affaire. Vous avez commencé dans le monde du camping et de l'électrique tranquillement, pas vite. Peut-être me raconter un peu comment tout ça a débuté pour vous? Ben, en fait, avant, à l'époque, autour des années 2019, on avait un VUS à essence, puis on avait une Nissan Leaf. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de remorquer notre roulotte avec un auto électrique. Pas la Nissan Leaf. Non. Non, mais on travaille ensemble. Hein? Donc, on s'est dit, là, pourquoi avoir 2 véhicules, premièrement? Donc, on a décidé de vendre la Leaf, vendre le RDX à essence et avoir un seul véhicule pour remorquer. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de véhicules qui pouvaient remorquer. Hein? On n'avait pas grand choix. C'était notre choix, oui. C'est ça. On a acheté une Tesla Y parce que c'était pas mal un des seuls véhicules qui pouvait remorquer. Sinon, c'était le modèle X qui n'était pas achetable et pas beau. C'est ça, exactement. Fait qu'on s'est lancé avec ça. Puis on avait une roulotte Bonheur Oxygène qu'on a remarqué que finalement, c'était la roulotte idéale pour être remorquée avec. Oui, c'est pas lourd. Hein? Peut-être rapidement me dire Bonheur Oxygène, c'est ce que c'est. En fait, Bonheur Oxygène, c'est l'entreprise qui faisait les roulottes Bonheur, là, qui étaient des tentes roulottes que tout le monde a connues, qui étaient fabriquées dans le coin de Thetford Mines à l'époque. Puis Cookshire aussi. Et Bonheur ont décidé de relancer la compagnie avec une fabrication de roulottes spéciales en fibre de verre qui était en multicouche avec nid d'abeilles, super solide. Puis on misait beaucoup là-dessus. Puis à l'époque, c'était remorqué avec une New Beetle. OK. Pour montrer que ça ne prend pas nécessairement un F350 pour tirer ça. Là. C'est ça. Fait que c'était une roulotte avant-gardiste, faite comme un bateau. Très aérodynamique, d'un poids de 1600 livres, avec un 16 pieds de longueur. Okay. On peut coucher jusqu'à 4, mais évidemment, c'est 2 petits-enfants de 10 ans et moins. C'est ça. Et donc, vous avez commencé votre expérience de camping électrique avec ça. Donc, le véhicule électrique qui était la Tesla qui tirait tout ça.
Et la roulotte en tant que telle, quand vous arriviez dans un camping, est-ce qu'elle était autonome ou vous la branchiez sur l'électricité du camping? Bien, effectivement, c'est un bon point. C'est une roulotte qu'on a convertie à 100% électrique. Donc, on a installé 300 ampères de batterie, donc à peu près 3-4 kilowatts, avec un onduleur de 2000 watts. Puis avec ça, on était capable d'alimenter notre chaufferette, notre réservoir d'eau chaude et notre plaque à induction pour la cuisson. OK. Rendu au camping, on se branchait sur le camping, puis à ce moment-là, ça rechargeait notre batterie. Puis si on allait dans un camping non branché, on avait de l'autonomie pendant à peu près 3 jours. OK. Qui ressemble à peu près à la même chose que ceux qui sont à essence. Oui, tout à fait. Et ça a duré combien de temps, cet amalgame de voiture roulotte-là? On a fait ça pendant 3 ans. Okay. Là, on a décidé de vivre une nouvelle aventure cette année. Oui, puis c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et donc, cette nouvelle aventure-là, on parle de s'acheter une vanne qu'on va adapter pour le camping. C'est nouveau de cette année, ça. C'est votre première année avec, quoi? C'est notre premier été. On l'a acheté l'année passée en juin, mais on a travaillé dessus. Donc, il a fallu faire les modifications. On l'a bâti. On l'a bâti. Bien, ça fait partie des questions que j'ai à vous poser. C'est-à-dire que quand vous l'avez acheté, c'est quoi le modèle, premièrement? Le véhicule, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un Ford e-Transit avec une batterie de 68 kWh. C'est un 2023. Donc, c'est le modèle allongé, le plus long qu'on peut acheter, puis le plus haut qu'on peut acheter également. Donc, les e-Transit, là, on en voit beaucoup sur les routes maintenant, comme véhicule de livraison. Il y a des compagnies de livraison de colis, entre autres, qui utilisent ça, puis des entrepreneurs électriciens, plombiers qui utilisent ça. Donc, vous avez la version la plus longue et la plus haute pour que ce soit agréable quand on est dedans, que vous soyez pas. Exactement. Et quand vous l'avez acheté, donc ça, le e-Transit, c'est un véhicule électrique. Donc, à la base, il vient électrique, mais il n'est pas pensé à la base pour faire du camping. Quand vous l'avez acheté, y avait-tu quelque chose dedans ou rien du tout? Comment ça fonctionne? Il était sur la tôle, donc à l'intérieur, aucune finition. Ensuite, on a été chanceux, on a eu un modèle qui était en stock, fait qu'il avait été commandé avec des vitres que les entrepreneurs ne voulaient pas. Avec des vitres, tu veux dire, tout le tour, donc il est vitré. Oui. Il était tout vitré, puis il était noir. Fait qu'il était comme en dehors de ce que les gens veulent acheter pour la construction. Ils ne veulent pas vitré puis blanc. C'est ça. Donc, on l'a acheté comme ça, puis après, on a aménagé. OK. Bien, et là, c'est là ma question. Là, quand vous dites on l'a aménagé, Marie-Pierre, ça veut dire que vous avez vous-même construit ou il se vend des kits faits pour mettre dedans? Comment ça marche? Bien, en fait, c'est ça. T'sais, nous, on est assez bricoleurs dans la vie. On aime ça, les projets. Donc, au début, on pensait le construire de nous-mêmes de A à Z. L'intention était là. L'intention était là, mais c'est, par où on commence? T'sais, quand on n'a jamais fait ça, là, on regarde, on peut aussi payer pour le faire, mais c'est vraiment dispendieux. Puis, on a découvert qu'il y avait un entre-deux qui existait. On peut acheter des kits préfaits, que c'est des cabinets. On choisit les cabinets qu'on veut. Ça vient en morceaux avec un plan. Puis comme des modules à installer. Oui, un peu comme des meubles Ikea, mais de meilleure qualité. C'est fait pour e-Transit. Oui, spécifiquement. OK. Fait que il faut croire qu'il n'y a pas juste vous autres qui faites ça. Là. Il y a suffisamment de gens pour que ça. En électrique, il n'y en a pas beaucoup. OK, parce que c'est les mêmes tailles que les Transit à essence. Exactement. Nous, on a fait affaire avec la compagnie EasyVan qui fait énormément de de transit. De transit, oui. Donc, il sait parfaitement où il faut mettre chaque petit ancrage. On a tous les plans. On est bien accompagné par ça. Puis, on monte les modules au fur et à mesure à notre rythme, puis ça nous a fait sauver beaucoup, beaucoup de temps. mais par contre, si on peut nuancer un peu, habituellement, Marie-Pierre, c'est toi qui nuances, c'était pas si facile que ça. Non. C'est simple en principe, mais dans les faits, ça l'était pas tant. Mais une question qui me vient à l'esprit, on sait qu'il y a beaucoup de modèles de véhicules à essence qui ont un pendant électrique. Ouais. Et parfois, dans l'électrique, il y a un peu moins de valises. Donc, la morphologie intérieure du véhicule est légèrement différente. Dans votre cas, étant donné que c'est un kit sur mesure, est-ce que ça veut dire que le e-Transit est exactement en tout point pareil comme le Transit ou vous avez dû adapter pour que ça fitte? Non, on était chanceux de ce niveau-là. Le e-Transit à l'intérieur est vraiment identique, puis même les points d'ancrage où ce qu'il fallait visser étaient au même endroit. Fait que ça, à l'intérieur, c'était parfait. Là où il y avait un peu de choses à penser ou des challenges, c'est la batterie. Fait qu'on est venu pour faire installer un siège homologué. Il a fallu qu'il enlève la batterie
pour pouvoir installer un siège supplémentaire. Parce qu'ils doivent percer dans le plancher puis ils ne veulent pas percer dans la batterie. Exact. Oui, puis il faut qu'il y ait tenir des tarots en dessous. Okay. Ou pour la douche, on ne peut pas percer dans le plancher oui, comme les autres font. Donc, et on fait faire ça où? Enlever la batterie de notre e-transit? On a été dans une compagnie spécialisée qui font les modifications de véhicules pour les personnes à mobilité réduite, exactement. Et eux sont spécialisés là-dedans, puis ils ont fait souvent des styles d'autobus avec les e-transit. Fait qu'ils étaient habitués. Là. OK. Mais là, vous avez tapé à train là, un peu. C'est-à-dire que vous avez trouvé ça par hasard ou il y a une communauté de camping en e-transit puis vous avez vu cette information-là quelque part? Non, en fait, je tenais vraiment à ce que ça soit installé de façon homologuée. Et j'ai exporté, là c'est encore mon petit côté geek, là, j'ai exporté la liste Excel de Transport Canada pour trouver c'était qui les fabricants qui faisaient des modifications, puis je les ai toutes contactés et j'ai trouvé le bon. Et là, ouais, OK, bon. Fait que vous avez reçu vos kits, c'est livré par... Non, on est allé les chercher morceau par morceau. Vous les rentrez dans les transit en arrière. Exactement. Puis, et ça, là, on parle de l'été passé, si j'ai bien compris. En juin, vous êtes allé chercher vos morceaux, vous avez commencé à construire. Sans aller dans le fin détail, là, parce qu'évidemment, ça pourrait être très long, mais grosso modo, là, les grandes étapes de cette construction-là, c'était quoi? En juin, c'est l'achat. En juillet, c'est l'installation du banc. Puis en septembre, fin août, septembre, c'est l'installation. Après les vacances, ça a été l'installation des modules. Quand tu dis du banc, là, j'imagine il y a 2 bancs en avant. Là, quand vous conduisez, c'est un banc qui est à l'arrière, qui sert de sofa, ou quand vous êtes en camping, ou peu importe, quand vous allez vous asseoir, quand vous mangez, vous êtes assis sur ce banc-là? Quoi? Exactement. C'est un banc qui est pratique pour quand on est seulement tous les deux puis qu'on peut s'en servir comme fauteuil dans la vanne. Mais on peut aussi apporter des gens. Donc, on peut partir avec nos 2 enfants, par exemple, 2 invités. Les autres sont assis sur les bancs, puis il y a des ceintures. Exactement. Oui. Puis le banc est-il face à la fenêtre avant ou sur le côté? Il est face à la fenêtre avant. Oui. C'est bien pratique parce que là, les 2 bancs en avant, on a mis aussi des trucs pour pouvoir les faire tourner, pour les faire pivoter. Donc, on peut manger face à face. Puis quand vous êtes on c'est voit plus ça agréable. Oui, je pense qu'il y a une déclinaison du feu Dodge Caravan là, qui avait ça. C'est-à-dire que tu avais des bancs, tu avais 2 rangées de sièges, mais les bancs du milieu pouvaient se retourner, puis il y avait une table que tu pouvais lever. Fait que les gens pouvaient jouer aux cartes assis. C'était intéressant. Donc, tout à fait. Le banc doit s'installer en premier. Après ça, quels sont les autres? Ensuite, ça a été l'isolation. Des murs? Des murs et du plafond. Okay. La finition en tapis aux endroits où il n'y aura pas de module de meubles. Et ensuite, c'est l'ajout des meubles, du lit et du plafond. OK. Donc, c'est un peu ça. Quand tu dis meubles, est-ce que je dois comprendre que on parle quoi de frigo, on parle de four à induction, de plaque à induction, de quoi on parle? On parle en fait du comptoir où il y a le lavabo et les tiroirs pour toute la vaisselle. Ensuite, tu vas retrouver en haut des armoires pour la vaisselle et la bouffe et notre linge. Et c'est fixe, ça, là. Et c'est fixe et ça demeure là, mais vissé dans les ancrages d'origine du véhicule. C'est super solide. Ensuite, il y a un lit. Donc, je le considérais comme un meuble qui vient cacher notre garage en dessous pour les vélos. Et on va retrouver une douche et un frigo. Une douche à l'intérieur? À l'intérieur, exactement. Aïe. Oui. Ouais. Là, les auditeurs, là, je vous le dis, là, mais il est ici le véhicule. Je vais aller le voir tantôt parce que je pose mes questions. Là, je ne joue pas l'innocent, je ne l'ai jamais vu. Hein, non, exact. Mais il est ici, on va aller le voir tantôt. Mais je suis curieux de voir ça. Jamais j'aurais pensé qu'on pouvait inclure une douche dans un e-transit. Oui. Vous ne prenez pas une douche à 2 là-dedans. Là. Non. C'est petit, mais grand à la fois. Tu vas voir tantôt, quand tu vas venir, on ne se sent pas à l'étroit. Donc, tout ça, ce que vous me décrivez là, ça a été fait l'été passé. Exactement. Donc, on a étiré peut-être jusqu'en octobre. Oui. Et là, en octobre, tout était prêt pour la saison ou il vous restait des petites choses à faire en 2025? On a été pris par l'hiver. Hein, on a été pris par l'hiver. Il restait quelques affaires. Il restait la douche. OK. Il restait la plomberie là, à finaliser parce que là, c'est ça, l'hiver est arrivé, il a fallu qu'on arrête. On n'a pas de garage, nous, là, donc... Oui, c'est sûr que là, à un moment donné, il ne faut pas... Tantôt, quand tu as parlé de ta roulotte que tu tirais, tu as expliqué que tu avais installé des batteries dedans pour être autonome.
là, dans le cas de ce véhicule-là, le véhicule vient avec une batterie, tu l'as dit tantôt, hein, de plusieurs dizaines de kilowattheures. Est-ce que c'est cette batterie-là que tu utilises à 100% du temps quand tu veux être autonome ou tu as ajouté des batteries supplémentaires? En fait, c'est une combinaison des deux. J'ai ajouté une batterie de 100 ampères seulement quand le véhicule est à l'arrêt. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Ford e-Transit, puis probablement d'autres véhicules aussi, tombent en veille pour préserver la batterie 12 volts et préserver ensuite la grosse batterie. Donc, quand tu te stationnes, à un moment donné, il arrête de te fournir d'électricité, lui-là. C'est ça. Fait que moi, j'ai installé une petite batterie 12 volts pour continuer à alimenter le frigo et un panneau solaire pour que ça se maintienne. Donc ta 12 volts se charge uniquement par le solaire et non pas par le véhicule lui-même? Par le solaire et par le véhicule. Les deux. Les deux, mais comme le véhicule tombe en veille, je ne peux pas tout le temps compter. C'est ça, exactement. Je ne peux pas compter dessus. Ensuite, lorsque le véhicule fonctionne, on a la possibilité, comme le Ford Lightning, d'avoir le Pro Power qui va aller délivrer environ 2000 watts. OK. Et tes panneaux solaires sont fixes sur le toit, donc sont en permanence installés sur ton toit. Exactement. Fait que, si tu te stationnes à l'ombre dans un camping, t'es fait, là. Exactement, mais je suis faite seulement lorsque je suis dans un camping non branché. Ouais. Si je suis dans un camping branché, j'ai deux manières de me brancher. Donc, une manière par une prise de courant pour faire plaisir au camping. Si le règlement le permet, je vais aller brancher ma borne de recharge à la place. Sur la prise de courant. Exact. Ah, et là, Du tu vas camping. brancher le véhicule après ça sur la... Puis c'est drôle, hein? Puis t'en parles, là, puis on pourrait faire, je pense, un épisode juste là-dessus, là, les campings et les véhicules électriques. Fut un temps où c'était tellement pas un problème, il y a 15 ans. Maintenant, ils ont tous peur, là. Tu sais, entre brancher un fil électrique puis brancher une borne, c'est la même électricité. Je comprends pas l'espèce de crainte. Ils ont tellement peur que ça va consommer beaucoup, que ça va leur coûter super cher. Puis mais tu sais, nous, on n'a pas 2-3 heures climatisées comme les gros motorisés. Non, c'est rien à côté d'un gros Winnebago. Non, c'est ça. Puis en plus, moi, je pense que c'est une question qui ne savent pas tout. Le Ford e-Transit, son petit inconvénient, c'est qu'il ne peut pas charger plus que 15 ampères sur une prise de camping, contrairement à d'autres sortes de véhicules. Donc, on ne tire pas plus qu'une heure climatisée. Non. Ben, de toute façon, en camping, normalement, tu es là pour quelques jours. Là, ça doit être le temps de te charger pendant que tu es là. Mais je présume que quand vous arrivez avec ça, ben, si vous voulez vous promener, ben là, tu as parlé de vélo tantôt, bien sûr, vous pouvez décrocher vélo, mais faites-vous tout à vélo, puis le camion reste là tout le temps, ou vous vous promenez avec le camion? Parce que là, j'imagine, tu commences à sortir de la vaisselle, des affaires, tu ne veux pas tout ramasser à tous les fois. C'est la grande différence qu'on a appris par rapport à la roulotte. La roulotte, c'était le fun, on partait avec le véhicule, puis on laissait tout ça là. Dans le terrain de camping. Là, maintenant, on se déploie un peu moins. Donc, les petits abris supplémentaires, les chaises de trop, tout on ça, voyage différemment. Là. On voyage de façon plus légère. Ben, c'est justement un point sur lequel je voulais m'en venir. Là. Marie-Pierre, tu as vécu les deux. Mm-hmm. Tu me dirais qu'en van life, comme vous le faites maintenant, c'est quoi les avantages et les inconvénients comparativement à peut-être avoir un véhicule électrique qui remorque une roulotte, là? Il y a sûrement des avantages et des inconvénients. C'est sûr qu'il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est sûr que là, pour se charger, c'est plus facile. On n'a pas besoin de se dépiner. Parce que souvent, avec la roulotte, c'est pas partout qu'on peut se charger avec la roulotte. Comme si c'était n'importe quelle auto à une borne, puis tu te branches. Oui, ça, c'est beaucoup plus simple. On passe plus inaperçu aussi. Là. Je sais pas si c'est parce que nous, notre van est noire, là, mais on passe inaperçu. Fait que ça, c'est le fun. On peut dormir un peu n'importe où. Puis, ben, on est toujours prêt aussi. Là. Tout est à même le véhicule. Puis on voyage de façon plus léger, veut pas, vu que c'est plus petit. Fait qu'on arrive, c'est pas long s'installer, on repart, c'est pas long. On va à des parties de famille. C'est super agréable. Parties de famille, t'es pas obligé d'être en camping, ça peut être notre van est toujours prête à aller n'importe où. S'il pleut les 2 derniers jours avant de partir, c'est super agréable. Il n'y a rien de mouillé. Tu sais, t'es pas pris avec le... Il faut faire sécher à la toile. Il doit y avoir des inconvénients quand même, Éric. J'imagine l'autonomie. Je dirais que notre 200 km d'autonomie par rapport à notre Tesla qu'on faisait 360 avec la roulotte, il y a une petite différence. On pensait que ça nous impacterait plus dans nos voyages, comme par exemple en Côte-Nord cet été. Finalement, on ne l'a pas ressenti. On a fait des journées de 3-4 recharges,
prenais un camping, 3-4 recharges, un autre camping. Ça a quand même passé transparent. Mais je dirais que le gros inconvénient, c'est de ne pas partir pour aller au resto vite fait avec ton véhicule. Ouais, c'est ça. Non, à moi d'y aller en vélo, mais là, des fois, on a chaud un peu. Ouais. Donc, cet été, vous en avez profité. Tout était terminé. Vous l'avez utilisé. Tu as parlé de Côte-Nord. Donc, tu es allé sur la Côte-Nord, puis on dirait que c'est comme un voyage mythique pour ceux qui ont des voitures électriques. Là, souvent, les gens qui disent « cet été, je fais de quoi? » C'est soit la Gaspésie ou la Côte-Nord. En fait, on longe le fleuve du côté nord, du côté sud. Jusqu'où tu es allé? Et peux-tu me donner un peu des statistiques de combien de recharges, combien ça t'a coûté, etc.? En fait, depuis le début qu'on voyage en électrique, on a fait l'Ouest canadien avec notre roulotte par les États-Unis. On a fait Myrtle Beach, les Cap-Hatteras, Gaspésie. Cette année, avec la vanne. Donc, habitué de voyager électrique. En partant, on campe ça. Là, pour ceux qui nous écoutent et qu'ils songent à peut-être, il faut savoir qu'Éric et Marie-Pierre, c'est des experts de voyager, faire du camping électrique. Là, c'était pas leur premier barbecue, comme on dit. Fait que la Côte-Nord, ça a été... théoriquement, on aurait dû prendre, je pense, c'est 25 recharges. Quand tu utilises l'application ABRP pour planifier, on en a pris 16 parce qu'on a sauvé avec les campings. Ça a été un voyage de quoi? 2500 km, 156 $. Donc, wow. Fait que c'est pas... Pensez-y avec un véhicule de cette taille-là, s'il était à essence ou au diesel, peu importe, là, la facture que ça vous aurait coûté pour faire le tour, c'est quand même impressionnant. Puis on s'est rendu jusqu'à... On était jusqu'à Kegaska, qui est le bout. Le bout du bout, là. Oui. Donc, vous avez vous aussi, comme tout le monde, on a pu faire photo le bout. à côté de la pancarte avec les autocollants dessus. Je me suis rendu au bout. Exact. Ouais. Exact. Ça a bien été. Vous n'avez pas eu de problème d'enjeu lié à la recharge, par exemple, ou des trucs comme ça? Non, le réseau circuit électrique, on pensait qu'on aurait eu des défis parce qu'on est parti à 2. En électrique, deux électriques. OK, vous étiez deux couples, mettons. Okay, deux couples. Puis là, on savait qu'il y avait à peu près 2 bornes à chaque station. Ah, fait que là, il y en a un des deux qui va entendre, c'est déjà quelqu'un qui est là. Mais finalement, non, on n'a jamais attendu. Non, c'est pas vrai. Peut-être une fois, mais... Une personne qui dormait dans son auto. Ouais. OK. C'est la seule fois. Fait que voyez-vous, c'est la preuve que, 1, ça se fait. 2, ça se fait avec un véhicule qui est assez gros, qui n'a pas beaucoup d'autonomie. Puis ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on aura eue aujourd'hui, c'est cette mentalité-là, c'est-à-dire que du camping, c'est une chose. Faire du camping avec une tente, faire du camping avec une tente roulotte. La tirer avec un véhicule électrique, c'est une chose. Et la faire dans une van, là, donc de vraiment avoir l'approche van life électrique, c'est une approche qui est en soi particulière, mais en plus, le fait qu'elle soit électrique, ça vous met vraiment dans une classe à part, je pense, parce que les gens qui sont van life sont très... On part, on s'en va au milieu de nulle part, puis on est autonome. Vous avez quand même une dépendance à la recharge. Avez-vous senti cette espèce de clash-là? Ben absolument. Au lieu d'être au milieu de nulle part, nous, on est au milieu entre 2 bornes. Oui, c'est sûr que nous, on aime bien chercher les campings avec service. Tandis que les van-lifers, eux, ils aiment ça être pas de service. C'est ça. Mais il faut dire qu'on est chanceux au Québec. Là, on a parlé de la Côte-Nord, on est au Québec. Il y a quand même beaucoup de bornes au Québec. C'est sûr qu'il y a des endroits au Canada ou quelqu'un en Alberta qui décide qu'il veut faire du van-life électrique. C'est peut-être un peu plus périlleux. Je me rendrais pas jusqu'à Vancouver avec là. Ouais, non, c'est ça. Peut-être pas demain matin, parce que c'est une question de temps. Si on a du temps devant nous, peut-être. Écoutez, en terminant, il y a sûrement, là, on vient peut-être de brasser, donner un coup de pied dans le nid de guêpe, là, puis les gens ont des questions. S'ils veulent en savoir plus, je l'ai dit tantôt, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle VR en électrique. Les gens peuvent vous trouver facilement là-dessus, vous écrire, vous poser des questions. Vous avez, je l'ai dit tantôt, une vaste expérience en camping électrique, puis tout ça, donc avec un site qui s'appelle VR en électrique. Forcément, là, on imagine tout ça. Donc, vos expériences, vos tests, vos expérimentations, vos suggestions, tout est là-dessus. Donc, les références au site là, de Marie-Pierre et d'Éric seront dans les commentaires du podcast. Donc, les auditeurs pourront aller faire un tour si ça l'entend. Voilà. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci Martin, merci tout le monde. Ben oui, puis profitez-en si vous voulez. Vous avez vu comment ils ont fait ça. Là, si ça vous tente, cette expérience-là, ben peut-être les contacter, puis profitez de l'hiver pour faire vos plans. Puis début de l'année prochaine, go. Puis les véhicules s'améliorent aussi. Hein? Autant les nouveaux modèles, les transits, les autonomies augmentent, les batteries sont plus grosses. Quelqu'un qui se lance là-dedans aujourd'hui là, peut avoir aussi... Il y a des alternatives de véhicules aussi qui s'en viennent. Plein de choses. Bon camping, tout le monde. Ben merci. Bye.
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour. Bonjour, Martin. Sébastien, on est au début du mois de septembre, mi-septembre presque. Les gens sont allés en vacances, ont utilisé, on l'espère, les bornes de recharge parce qu'ils ont pris leur véhicule électrique. Et c'est l'occasion, quand on va aux bornes de recharge, des fois, on est arrêté là pour un certain nombre de minutes, puis on discute avec les gens qui sont là. Parfois, on a de la difficulté. Il y a des gens qui viennent nous aider un peu parce qu'on n'est pas familier. C'est nos premières recharges, c'est notre première voiture électrique. À d'autres moments, on a un peu plus d'expérience, puis on voit des gens à côté qui ont de la difficulté. Et justement, tu veux nous parler de l'aide ou de l'entraide aux bornes de recharge. Oui, exactement. Dans le fond, ça va se résumer à n'hésitez pas à demander de l'aide et n'hésitez pas à offrir de l'aide. Bien sûr, on est captif, on est stationné un à côté de l'autre, donc on est très près. C'est comme être assis au cinéma, hein, tu es tout le temps à côté de l'autre. Et tu es là pour un certain laps de temps qui va varier de 10 minutes à peut-être 40 minutes. Tu es là pour un certain laps de temps. Rien de plus, je dirais, de plus désagréable que d'avoir de la difficulté puis de voir plein de gens à côté qui te regardent, puis eux, ça a tout bien fonctionné, puis personne prend le temps de sortir du véhicule. Surtout à ce temps-ci de l'année, il fait encore beau. C'est pas comme s'il faisait moins 30 dehors ou qu'il pleut. Tu sors, puis donner un petit coup de main, il me semble que c'est naturel, non? Oui, c'est naturel. C'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui le fait, mais je crois que à date, ce que je vois, c'est que moi, j'ai déjà donné des coups de main. Les gens l'ont apprécié. Puis, il y en a d'autres, des fois, qui n'ont pas hésité à venir demander de l'aide aussi. Donc, on en voit. Que vous ayez fait vos devoirs avant ou non, vous pourriez être embêté devant une borne. Puis, il ne faut pas être surpris, là, parce que des fois, nous, on est rendus habitués, mais ton voisin de borne pourrait être vraiment à ses très débuts, puis même après un an, il pourrait être à sa première recharge rapide. Oui, parce qu'on oublie souvent, puis on le répète, mais en fait, on le dit souvent, silence on roule. S'il y a une place où on le dit, c'est ici. 90% des recharges se font à la maison, ce qui fait qu'il y a des gens qui achètent une voiture électrique au mois de janvier. On est rendu au mois de juillet, mois d'août, on part en vacances. Puis toutes nos recharges depuis le mois de janvier aller jusqu'au mois d'août, c'est à la maison qu'on le fait. On se charge à la maison, notre voiture est pleine, on a 400, 500 km d'autonomie. On n'a jamais besoin d'arrêter une borne de recharge parce que le soir, quand on vient à la maison, on se rebranche, on se recharge. Ce qui fait que des fois, rendu à l'été, ça fait 6, 7, 8 mois qu'on a le véhicule, on n'a jamais eu à aller à une borne publique. Donc, il est possible qu'on ait un peu d'expérience avec notre voiture, mais très peu avec la recharge publique. Et les gens, parfois, sont pas au courant que ça prend un compte, il faut être abonné, par exemple, au circuit électrique ou à un autre réseau. Il faut avoir configuré un certain nombre de trucs. Donc, il y a des gens, il faut se le dire, de plus en plus, qui sont pas nécessairement très techno, soit des personnes âgées ou des gens qui sont pas très portés vers ces technologies-là, pour qui ça revêt quand même un degré de difficulté dû à la technologie en jeu. Oui, c'est pour ça que le côté là, de l'entraide aux bornes va... comment je pourrais dire, vraiment à aider parce qu'il va y avoir le côté humain là-dessus, puis on va être là vraiment pour accompagner les gens, leur rendre ça moins compliqué. Il faut dire aussi que quand on arrive à des bornes, même toi puis moi, peut-être, la première fois qu'on a eu un modèle
X là, qui est sorti sur le marché de bornes. On a fait, OK, les Elle est boutons sont différente pas des maintenant. autres, ouais. Donc, il faut prendre le temps là, quand même que si vous ne l'avez jamais vu auparavant, observez. Regardez, est-ce qu'il y a un bouton de démarrage d'arrêt physique ou c'est un écran? Est-ce que c'est une borne d'urne? Est-ce que vous avez sélectionné la bonne borne sur l'écran? Le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence, ce n'est pas l'arrêt régulier de la borne. Donc, prenez le temps de vous familiariser, surtout si c'est un nouveau modèle. Ouais. Un conseil qu'on peut donner, Sébastien, puis on a fait un hors-série là, il n'y a pas très longtemps là-dessus, là, juste avant notre petite pause estivale. Il y a un nouveau service offert par le circuit électrique qui est tout à fait gratuit, qui s'appelle Autocharge. Et ce que ça fait, l'autocharge, c'est qu'une fois que ça a été configuré, on doit le configurer une fois, on prend n'importe quel pistolet sur la borne rapide, un pistolet NACS ou CCS, là, on branche notre véhicule, puis la recharge, elle démarre tout seul, puis c'est facturé sur notre compte. C'est hyper facile pour quelqu'un qui n'est pas très techno. Là, si ça a été configuré correctement, il n'a même plus besoin de carte, il n'a même plus besoin d'application. Il se stationne devant la borne, il prend le pistolet, il branche son véhicule, ça va charger. Par contre, pour fonctionner, il faut le configurer. Il y a une procédure relativement simple qu'on doit faire au début. Peut-être que si vous aidez quelqu'un et que vous voyez que la personne n'est vraiment pas très technologique, l'aider pour lui configurer ça pour qu'après, il n'ait plus besoin d'application, ça pourrait être un bon truc, ça. Oui, un gros plus. Puis là, ça va rendre ça vraiment facile. N'importe pas plus simple. N'importe qui va pouvoir le faire après ça. Sébastien, tu avais un petit témoignage à nous raconter, vas-y donc. Oui, bien, en fait, ça doit être moi qui déteins peut-être sur mes jeunes. Les jeunes sont rendus adultes, mais j'ai quand même un jeune de 18 ans là, qui était à son 2e voyage entre Mirabel et Rimouski. Il l'avait fait là, quand même là, au mois de novembre l'an dernier et au printemps de cette année. Donc, c'est sûr que la planification, il a fallu la faire là, un peu plus pour l'automne. C'est quand même de rouler en Chevrolet Bolt, qui n'est pas nécessairement une championne aux bornes rapides, mais c'est quand même une route, là, Mirabel-Rimouski, là, qui se fait bien parce que c'est garni de bornes de recharge et il n'y a pas de problème. Donc, le 2e voyage a été, comment je pourrais dire, un pet. Un pet, oui, c'est ça. Ça a été vraiment facile. Ouais. Mais là, le bout où ce qui vient le témoignage, c'est que dans le fond, l'entraide est là. Puis, ce que j'ai vu, c'est que même étant à 18 ans et peut-être de... Tu sais, des fois, nos grands ados sont un petit peu moins aidants, mais j'ai eu de l'entraide de ce côté-là. Il y a une personne qui est allée, résidente d'Ontario, qui est allée chercher un véhicule à Rimouski. Parce que ce modèle-là était disponible seulement là-bas, neuf. Elle a fait le voyage à Rimouski pour aller chercher son véhicule. Oui. Ouais. Et première expérience avec un véhicule électrique, on ne lui a pas expliqué. La personne est arrivée à une borne avec 10% restante. Oh là là. Donc, mon jeune a vu cette personne-là complètement embêtée devant une borne, l'a aidé à créer son profil circuit électrique, l'a aidé à se préparer, il lui a expliqué les séquences, comment on branche, après ça on scanne, après ça on fait ci. Donc, ça l'a vraiment aidé la personne pour se préparer. Mais au finalement, il y avait probablement un problème avec le véhicule cette journée-là. Mais il est obligé de repartir, il a rappelé son concessionnaire, mais l'entraide a quand même été faite. Et il y a même eu une autre personne là, qui est venue demander de l'aide en voyant ça. Donc, moi, j'ai été fier, premièrement, de mon jeune, mais vous voyez que c'est hyper simple. Ça s'est fait dans la joie. Tout le monde a apprécié. Ouais, ça compense aussi pour, des fois, le manque un peu de préparation de certains concessionnaires. Mais évidemment, c'est pas tout le monde. Là. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui laissent partir les gens sans leur donner les explications. Donc, c'est d'autant plus important qu'on puisse s'entraider aux bornes de recharge. Un jour, c'est vous qui aurez besoin d'aide et vous serez bien content que quelqu'un puisse vous aider. Exact. Sébastien, si les gens veulent vous poser des questions, mon cher ami, comment font-ils? L'idée est de m'écrire par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. Sébastien, merci beaucoup. Merci. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Paris, 2011. Une nouvelle initiative fait parler d'elle.
c'est un projet ambitieux. Une flotte de voitures électriques en libre service dans toute la capitale française. Et à l'époque, c'est une véritable révolution. Cette initiative, Autolib. Le concept, des voitures électriques disponibles sur des bornes de recharge à travers la ville que l'on peut emprunter pour quelques heures, puis laisser à une autre borne où que ce soit. Un service similaire à ce que l'on connaît aujourd'hui avec les trottinettes ou les vélos électriques en libre service. Mais à l'époque, c'est une première mondiale. Vincent Bolloré a d'ailleurs déclaré « Nous voulons faire de Paris la capitale de l'innovation écologique et de la mobilité partagée. » À la base de ce projet, un homme, Vincent Bolloré, un entrepreneur français connu pour ses investissements dans les médias et la logistique, mais aussi dans l'électrique. Grâce à son groupe, il réussit à obtenir l'accord de la Ville de Paris pour déployer 4000 véhicules électriques. Rien que ça! Ces voitures signées Blue Car étaient conçues par un partenariat entre Bolloré et la société italienne Pininfarina. Et leur design, bien que simple, se distinguait par son côté moderne et pratique. Une voiture légère, urbaine, totalement électrique et connectée. Autolib fait beaucoup parler de lui. Dans la capitale, on voit des bornes de recharge se multiplier, les Blue Cars circuler dans les rues et les usagers adopter massivement ce nouveau mode de transport. On peut dire qu'Autolib devient une sorte de symbole de l'innovation française, un défi urbain moderne et à première vue, réussi. Et comme tout projet ambitieux, la réalité rattrape vite l'idéal. Le coût du projet est astronomique. Les abonnements ne couvrent pas les frais et au bout de quelques années, les difficultés commencent à apparaître. L'utilisation de la voiture est complexe, le réseau de bornes est inégalement réparti et les usagers commencent à se lasser. L'utopie s'effrite. Autolib traverse une période difficile, les retards dans le déploiement du service, la baisse de la fréquentation et des coûts qui ne cessent d'augmenter entraînent le projet dans une spirale négative. En 2018, après seulement 7 ans d'existence, la fin du service est annoncée, un échec pour beaucoup. Le projet a aussi permis de tester des modèles urbains différents. Aujourd'hui, de nombreuses villes dans le monde ont lancé des services de voitures électriques partagées en prenant l'exemple d'Autolib. Bolloré a prouvé que l'avenir de la mobilité passait par l'électrique et surtout par l'innovation dans le service. Les Blue Cars, d'ailleurs, ont disparu, mais Bolloré a continué ses investissements dans l'électrique, notamment avec Blue Solutions, un acteur majeur dans le domaine des batteries et de la gestion d'énergie. Aujourd'hui, une nouvelle génération de véhicules et de services prend progressivement le relais. Autolib, c'était une vision de la mobilité électrique du futur, mais avec des défis trop grands pour l'époque. Pourtant, si ce projet a échoué, il n'a pas été inutile. Au contraire, il a posé les bases de ce qui viendrait après. Un jour peut-être, Paris reviendra à l'électrique, et cette fois, ce sera avec des leçons tirées du passé. C'était Retour dans le rétro. La prochaine fois, on plonge dans la naissance de Tesla Motors et l'ambition d'un certain Elon Musk. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Du 17 septembre au 5 octobre, c'est la tournée Plug and Drive Québec. Ça va avoir lieu chez Voyage CA Québec, 444 rue Bouvier à Québec. Donc, des essais routiers, la chance de parler à des experts et d'en apprendre un peu plus sur les voitures électriques. L'AVEC se recharge à la journée découverte du Parc industriel de Bécancour. C'est le 27 septembre au Parc industriel au 1000 boulevard Arthur Sicard à Bécancour. Et finalement, le Salon de l'Auto de l'Estrie, ça sera du 3 au 5 octobre 2025 au Centre des Foires de Sherbrooke. Donc, toute l'information disponible sur place, des kiosques,
les véhicules, des concessionnaires, des essais routiers. Donc, toutes les informations se retrouvent sur le site web de l'AVEQ dans la section calendrier. Et finalement, pour les conférences, une seule conférence de prévue, c'est le 29 octobre prochain à 19h à la bibliothèque Léo Le Cavalier à La Prairie, où j'aurai la chance de donner une conférence d'introduction aux véhicules électriques. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et à nos collaborateurs, c'est-à-dire Éric Rousseau, Marie-Pierre Arpin, Claude Gauthier et Sébastien Côté. À la recherche, Martin Archambault, nos chroniqueurs Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.